France, 1932. Un aquarium attire des milliers de visiteurs. Personne ne savait ce qui se cachait vraiment dans le bassin du requin. Durant les années 1930, dans la petite ville d'Orphelinat-sur-Loire, un homme nommé Alfred possédait l'aquarium le plus impressionnant de toute la région. L'attraction vedette, Bertram, un requin albinos géant qui fascinait tous les visiteurs. Pendant des années, les familles venaient chaque week-end et Alfred était adoré par toute la ville. Mais tout a basculé le jour où l'un de ses employés est allé voir la police, affirmant avoir vu Alfred jeter quelque chose dans le bassin de Bertram en pleine nuit, quelque chose qui ressemblait à un corps. Au début, personne ne l'a pris au sérieux, mais les enquêteurs ont remarqué un détail troublant. Depuis l'ouverture de l'aquarium, les disparitions dans la région avaient explosé de 500%. La police a alors décidé de surveiller Alfred discrètement. Une nuit, ils l'ont vu entrer dans une maison avec une valise vide. 1 heure plus tard, il en ressortait, la valise visiblement lourde, peinant à la porter. Ils l'ont suivi jusqu'à l'aquarium. Et, lorsqu'Alfred est entré, la police a fait irruption. Pris au piège, il s'est mis à courir vers le bassin de Bertram. Les policiers l'ont encerclé au bord de l'eau. Alfred a alors regardé le requin et a crié « Protège-moi, mon cher Bertram !» Puis il a sauté dans le bassin. En quelques secondes, l'eau est devenue rouge et Alfred a disparu pour toujours. Lorsque la police a ouvert la valise abandonnée, ce qu'ils ont découvert a glacé le sang. Des documents, des photos et des objets personnels reliant Alfred à plus de 400 disparitions sur 8 ans. Bertram n'était pas qu'une attraction, c'était son complice parfait. En 1982, 3 adolescents sont entrés dans cette maison. Un seul en est ressorti, et il aurait mieux valu qu'ils n'en reviennent jamais. Au début des années 80, dans la campagne isolée de Black Hollow, en Caroline du Sud, une ferme abandonnée se dressait au bout d'un chemin de terre que les habitants évitaient à tout prix. La propriété appartenait autrefois à une vieille femme nommée Margaret Crane, connue dans la région pour son mutisme inquiétant et pour ne jamais laisser quiconque franchir le seuil de sa porte. Des enfants murmuraient que ceux qui osaient frapper ne redescendaient jamais le chemin. En 1982, 3 adolescents pénétrèrent dans la maison sur un pari. Juste avant l'aube, un seul revint, pieds nus, en sang, complètement terrorisé, répétant sans cesse une seule phrase. Elle entend tout. La police fouilla la ferme le jour même. Aucun signe de lutte, aucune trace de Margaret Crane. Mais sous les lattes du plancher, ils découvrirent un réseau étroit de tunnels reliant chaque pièce. Les murs étaient couverts de marques de griffures, certaines récentes. Au cours des 2 années suivantes, 6 autres personnes disparurent près de la propriété, chaque fois après que des voisins eurent signalé des bruits violents venant de la maison. En 1985, la ferme brûla entièrement en une seule nuit, sans qu'aucune cause ne soit jamais établie. Aujourd'hui encore, des décennies plus tard, les habitants chuchotent la même légende, celle d'une vieille femme qui traquait ses victimes à l'intérieur de sa maison, guidée uniquement par le son. Beaucoup disent que ce n'est qu'un mythe, une histoire inventée pour éloigner les enfants des lieux abandonnés. Mais personne n'ose. C'était le vrai ça dans la vraie vie. Dans les années 1930, un inventeur du nom d'Henry Warren s'est installé à Granville, un petit village tranquille de France. Il vivait seul dans une vieille maison victorienne à l'écart de la ville. Dès son arrivée, les habitants ont senti que quelque chose clochait chez lui, sans pouvoir dire exactement quoi. Pendant des années, des choses étranges se sont passées dans le village, des bruits bizarres la nuit, des gens qui disparaissaient sans explication. Au début, tout le monde pensait que c'était des accidents, des fugues, rien de grave. Mais quand un vagabond appelé Carl Davis a disparu près de chez Warren, les soupçons ont commencé à se diriger vers l'inventeur. Le détective local, James Randall, a décidé d'enquêter. Dans la nuit du 3 août 1936, il est passé à l'action. Il s'est approché de la maison en pleine obscurité, a trouvé une fenêtre du sous-sol entr'ouverte et s'est faufilé à l'intérieur. Le sous-sol était rempli de machines bizarres, des mécanismes partout. En fouillant, Randall a découvert un levier dissimulé derrière des débris. Il l'a tiré doucement. Un déclic. Les murs ont bougé. Des compartiments secrets se sont ouverts, révélant des restes humains et tout un réseau de pièges conçus pour capturer quiconque s'aventurait ici. Randall a figé. Il fallait qu'il sorte. Il s'est retourné vers la fenêtre, mais il s'est arrêté net. Dans le coin de la pièce se tenait Henry Warren, immobile, le visage vide, les yeux fixés sur lui. À cet instant, Randall a compris que son cauchemar ne faisait que commencer. Une photo de 1990, retrouvée dans une tombe égyptienne scellée en 1925. Impossible. Et pourtant, vrai. En 1925, un groupe d'archéologues a découvert une tombe scellée, profondément dans le désert égyptien. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'avait aucun sens. Une photographie datée de 1990. Sur la photo, un homme en vêtements modernes se tenait devant cette même tombe, tenant un appareil photo. Son nom, Wayne Jansen, un scientifique qui a disparu en 1990 alors qu'il travaillait sur un projet gouvernemental secret appelé Chronos, une mission visant à déverrouiller le voyage dans le temps. Après la disparition de Wayne, le projet a été fermé. Au dos de la photo, quelqu'un avait écrit « J'ai essayé de l'arrêter, mais la boucle est impossible à briser ».
Puis en 1985, une autre photo est apparue. Elle montrait Wayne à nouveau, cette fois beaucoup plus vieux, debout devant la même tombe. La photo était datée de 2030. Les scientifiques étaient sous le choc. Comment Wayne pouvait-il exister dans toutes ces années différentes? Et que voulait-il dire par la boucle? Le dernier indice venait du carnet de Wayne. En 1990, il avait écrit « Le temps n'est pas linéaire, c'est une boucle, et je suis coincé à l'intérieur ». Mais voici la partie la plus glaçante. En 2024, une autre équipe est retournée à cette tombe. À l'intérieur, ils ont trouvé un appareil photo, le même que sur les vieilles photos. Ils ont développé le film. La photo les montrait, eux, debout dans la tombe, datée de 2045. L'histoire de cet enfant est l'une des choses les plus tristes que tu puisses imaginer. Et le pire, tout le monde savait ce qui allait arriver, et personne n'a rien fait. En 1991, dans une petite ville de Pennsylvanie, un garçon nommé Eli Marks est né avec une rare malformation du visage, assez marquante pour que ses propres parents fassent comme s'il n'existait pas. De la maternelle jusqu'en 4e, Eli a été traité comme un fantôme, parfois même pire. Les autres enfants lui volaient son déjeuner, déchiraient ses cahiers, se lançaient des défis pour le toucher et s'attirer la malchance. Les professeurs regardaient ailleurs. Le directeur a dit à sa mère qu'il devait apprendre à s'endurcir. Sa mère a répondu que ce n'était pas son problème quand il était à l'école. Arrivé au lycée, Eli avait complètement arrêté de parler. Il s'asseyait seul à la cantine, tête baissée, les mains tremblant tellement fort qu'il n'arrivait même pas à manger. Personne ne s'en rendait compte, ou alors si, mais personne ne s'en souciait. Un lundi matin, Eli n'est pas venu en cours. Personne n'a posé de questions. Mais le mercredi, le concierge a ouvert son casier pour vider les ordures que les élèves y avaient jetées. Et il s'est figé. À l'intérieur, il y avait le sac à dos d'Eli, soigneusement fermé, ses livres parfaitement empilés, et scotché au fond du casier, une note écrite d'une main tremblante. « Merci de m'avoir appris ce que je vaux. » Quand ses parents sont arrivés à l'école, quelque chose s'est enfin brisé en eux. Pour la première fois, ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. L'enfant qu'ils avaient ignoré, l'enfant qu'ils avaient rejeté, était parti à cause d'eux. Et la culpabilité ne les a frappés que lorsqu'il était déjà trop tard. Des équipes de recherche ont fouillé les bois pendant des jours. Ses parents ne cessaient de répéter qu'ils n'auraient jamais pu imaginer ça. Mais tout le monde connaissait la vérité. Ils avaient ignoré chaque signe d'alerte. Eli n'a jamais été retrouvé. Ni son corps, ni ses vêtements. Pas la moindre trace. Tout Chicago était obsédé par ces donuts, mais personne ne savait pourquoi. À la fin des années 1970, il y avait un homme connu seulement sous le nom de Monsieur Sprinkles. Il possédait une petite boutique de donuts au coin d'Ashland Avenue. D'une manière ou d'une autre, cette petite boutique vendait plus que toutes les boulangeries de la ville. Ces donuts n'étaient pas juste bons, ils étaient irrésistibles. Les gens faisaient la queue avant le lever du soleil. Certains séchaient même le travail juste pour avoir une boîte. Tout le monde voulait connaître son secret. Quand on lui demandait, Monsieur Sprinkles se contentait de rire et disait « Tout est dans la pâte et un petit quelque chose qui pousse ». Mais bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler. Les clients n'appréciaient pas juste ces donuts, ils y étaient accros. Certaines personnes achetaient des boîtes 5 ou 6 fois par jour. D'autres étaient surpris en train de fouiller dans la ruelle derrière la boutique, cherchant des restes dans les poubelles. Une nuit, un journaliste nommé Cliff Bannon a décidé d'enquêter. Il s'est caché de l'autre côté de la rue avec une caméra et a attendu. Vers 2h45 du matin, bien après l'heure de fermeture, il a vu Monsieur Sprinkles rouler un chariot dans le sous-sol de la boutique. Curieux, Cliff l'a suivi par l'arrière. Ce qu'il a trouvé était horrifiant. Sous la boutique se trouvait une énorme cuisine souterraine bordée de grands fûts métalliques. Une odeur sucrée et épaisse remplissait l'air, comme du sucre mélangé à quelque chose d'étrange, quelque chose qui brûlait et sentait les feuilles. Ça donnait le tournis à Cliff. Cliff a soulevé l'un des couvercles. À l'intérieur se trouvait un sirop épais et luminescent, rose et vert, bouillonnant lentement, dégageant la même odeur sucrée et étrange. Avant qu'il ne puisse bouger, Monsieur Sprinkles est apparu dans l'embrasure de la porte en souriant. « Tu voulais connaître mon secret ?
Ce qui vivait au bout de cette route n'aurait jamais dû être découvert. En 1976, dans une région reculée de Virginie occidentale, les autorités de l'État ont commencé à examiner une série de disparitions liées à une seule route forestière qui ne figurait plus sur les cartes récentes. Les disparus étaient des voyageurs, des campeurs, des automobilistes qui affirmaient avoir emprunté un raccourci à travers l'arrière-pays des Appalaches. Au début, les affaires furent traitées comme des disparitions ordinaires en zone sauvage. Le terrain était hostile, la météo imprévisible. Toutefois, les rapports médicaux concernant 2 survivants retrouvés ont soulevé l'inquiétude. Tous 2 présentaient des signes de détention prolongée, de dénutrition sévère et de blessures compatibles avec une contention violente. Plus troublants encore furent leurs témoignages. Ils décrivaient des gens vivant au plus profond de la forêt, physiquement difformes, à l'élocution altérée et à la démarche anormale. Les enquêteurs de l'État ont remonté la route et découvert plusieurs habitations non déclarées, construites à partir de matériaux de récupération. À l'intérieur, ils ont prouvé des preuves d'occupation prolongée, de mariage consanguin. Une expertise médico-légale a par la suite conclu que la population souffrait d'une dégénérescence génétique avancée causée par des générations de consanguinité dans un isolement total. Les habitants de la région ont reconnu l'existence de la route, mais ont nié savoir qui vivait au-delà. Aucune arrestation n'a été effectuée. La route a été condamnée en 1978 dans le cadre d'un arrêté de sécurité foncière, et la population n'a jamais été relogée. Des enfants disparus, des capacités psychiques, des portails vers d'autres dimensions. Voici la véritable histoire derrière Stranger Things. À la fin des années 1970 à New York, sur une base militaire appelée Camp Hero, le gouvernement a mené une expérience connue sous le nom de Projet Montauk. Officiellement, l'expérience a été abandonnée. Officieusement, certains affirment qu'elle n'a jamais cessé. Il ne s'agissait pas d'armes, il s'agissait de l'esprit humain, contrôle mental, enfant psychique et quelque chose d'encore plus étrange, des portails. Selon des lanceurs d'alerte, des enfants ont été enlevés et entraînés à utiliser des capacités psychiques. Ça vous rappelle quelque chose? Le monde à l'envers, Montauk. Des chercheurs affirment avoir déchiré des trous dans la réalité elle-même, des dimensions parallèles, d'autres mondes qui se mélangent aux nôtres. Et voici le plus fou. Stranger Things s'intitulait à l'origine Montauk. Le décor a changé, les noms ont changé, mais l'histoire est restée étrangement similaire. Certains disent que le projet Montauk n'a jamais vraiment pris fin. Il a juste changé de nom et d'endroit. Les burgers de cet homme étaient célèbres, jusqu'à ce que les gens découvrent ce qu'il y avait vraiment dedans. Pendant 3 ans, Billy Bull Anderson a tenu le dîner le plus fréquenté de l'autoroute 80. Son plat signature, le spécial de la ferme, vendu 49,99 € pour un seul burger, avait des fans inconditionnels. Les routiers et les touristes juraient qu'il avait un goût bizarre et addictif qu'ils ne pouvaient pas décrire. Les voitures s'alignaient sur le bas-côté de l'autoroute chaque week-end et les habitants emmenaient fièrement leurs proches là-bas pour un vrai repas américain. Les rumeurs ont fini par atteindre le service d'hygiène du comté. Pas des rumeurs d'intoxication alimentaire, quelque chose de plus étrange. Des notes anonymes disant de regarder de plus près la viande. Le dîner passait toujours les inspections avec des notes parfaites. Mais une nouvelle inspectrice, Karen Miles, n'était pas convaincue. Sa visite surprise semblait normale. La cuisine brillait, le personnel était poli. L'odeur d'oignon remplissait l'air. Mais une légère odeur musquée provenant d'une grille au sol l'a fait hésiter. Ça ne sentait pas le bœuf. Ce soir-là, elle est revenue. Par la fenêtre arrière, elle a vu Billy soulever une trappe cachée sous des tabliers soigneusement pliés et descendre dans un sous-sol qu'aucun plan ne mentionnait. Karen a appelé la police. Quand les agents sont arrivés et ont forcé l'ouverture de la trappe, la puanteur était insupportable. Le sous-sol était un cauchemar. Des cages sales remplies de rats et d'opossums, tous grouillant dans le noir. Et au centre de la pièce, un énorme broyeur recouvert de sang séché. Alors que Billy était emmené dehors menotté, les clients réguliers se sont rassemblés, horrifiés. Un homme, en plein milieu d'une bouchée de burger du drive, a fixé sa nourriture et a eu un haut-le-cœur. Le dîner a fermé cette nuit-là et les journaux locaux ont discrètement enterré l'histoire, craignant que les touristes arrêtent de venir dans la région.